Bien, merci, Monsieur le Président. Bien, Monsieur Angle, vous voyez, j'avais ramené justement le rapport sur lequel vous avez commencé votre intervention de l'autorité de la concurrence. Je ne savais pas qu'il en serait état à cet instant. On l'a évoqué à l'audition précédente, mais je voudrais revenir dessus. Donc, vous considérez que tout est faux dans ce rapport de l'autorité de la concurrence, qu'il n'y a aucune information valable, tout est acheté à la poubelle, selon vous? Ou quel est votre avis exact sur ce rapport? Parce que vous donnez des propos quand même très clairs, c'est un débat de fond, il faut que nous l'ayons, donc j'aimerais savoir si vous rejetez en bloc l'intégralité du rapport de l'autorité de la concurrence de septembre 2014. Donc vous avez explosé l'autorité de la concurrence, est-ce que vous exploserez la Cour des comptes? La Cour des comptes qui, en juillet 2013, un an avant le rapport de l'autorité de la concurrence, a sorti un rapport sur les sociétés épinglées par la Cour des comptes. C'est le titre de l'article du Monde, un journal sérieux. Et la Cour des comptes dit « La négociation des avenants aux contrats de concession, notamment les contrats de plan, et le suivi par le concédant, assuré par le seul ministère chargé des Transports, des obligations des concessionnaires, se caractérise par un déséquilibre au bénéfice des sociétés autoritaires », souligne la Cour. Est-ce que ce sont, selon vous, des propos malveillants de la Cour des comptes? Je poursuis la lecture de l'article. Le système retenu pour calculer les tarifs des péages a aussi conduit à des augmentations tarifaires supérieures à l'inflation, critique la Cour. Autre problème, l'État ne se montre pas assez exigeant en cas de non-respect de leurs obligations par les concessionnaires, qu'il s'agisse de préserver le patrimoine, de respecter les engagements pris dans les contrats de plan ou de transmettre les données demandées. Par conséquent, la Cour recommande notamment de mettre en œuvre les dispositions contraignantes, si besoin, de réaliser systématiquement une contre-expertise de tous les coûts prévisionnels des investissements. Il convient de faire évoluer un cadre qui conduit à une hausse continue et importante des péages autoroutiers. Donc, est-ce que ces recommandations de la Cour ont été suivies? Troisième point, vous évoquez les potentiels conflits d'intérêts. Je voudrais citer un autre épisode impliquant un autre parlementaire. En 2014, 150 députés du groupe socialiste à l'Assemblée ont demandé au gouvernement de réexaminer les contrats de concession. Donc c'était un peu compliqué pour le gouvernement à l'époque, puisque c'était en pleine négociation avec les sociétés d'autoroutes sur un plan d'investissement de 3 milliards d'euros. Donc le Premier ministre met en place un groupe de travail. À l'intérieur, on trouve le député socialiste Jean-Paul Chanteguet, qui a claqué la porte de ce groupe de travail après quelques semaines en disant ceci: « On a bien compris qu'entre les représentants des sociétés concessionnaires d'autoroutes et la haute administration, il y avait de nombreuses convergences. Je pense que ces grands groupes sont particulièrement puissants et qu'ils disposent d'un réseau qu'ils ont, en ces circonstances, actionné, réseau qui a fait preuve de son efficacité. » Fin de citation. Voilà les 3 points que je voulais soumettre à votre réflexion. Bien, merci Eric. Monsieur Bruno Angle, vous avez la parole. Alors, j'ai essayé de te répondre à tout. Est-ce que tout est faux dans le rapport de l'autorité à la Cour des comptes? Si je vous répondais oui, vous me prendriez pour quelqu'un de pas sérieux. Donc, bien entendu, c'est plus nuancé, donc. Bien entendu, tout n'est pas faux. Ce que j'ai dit, et que je maintiens tout à fait, c'est que à la fois le rapport de l'autorité de la concurrence, la communication qui a été faite par l'autorité de la concurrence autour de son propre rapport, a indéniablement envoyé et l'exécutif de l'époque et les parlementaires, avant qu'ils ne se fassent une opinion en prenant le temps de travailler à l'occasion du groupe de travail mis en place par le Premier ministre, dans le mur. Alors, ça, je le maintiens tout à fait. Mais est-ce que tout est faux? Non, bien sûr, tout n'est pas faux. Deuxièmement, sur l'histoire de la Cour des comptes, moi, j'avais regardé à l'époque très attentivement tous les rapports qui sortaient sur les sociétés d'autoroutes. Et alors, en tout cas, parce que mon rôle, je dirais, transversal n'a duré que 4 mois et 6 jours. Et donc, j'étais plus focalisé sur AP2R et AREA par ailleurs. Je n'ai pas le souvenir que ce soit la Cour des comptes ou que ce soit l'autorité de la concurrence ait mis en évidence le moindre manquement d'AREA ou d'AP2R dans l'exécution de leur contrat. Pas le moindre manquement. Et donc, l'état d'esprit des sociétés d'autoroutes, à l'époque, était de dire, au fond, nous, on respecte le contrat, on demande une seule chose au concédant, c'est de faire de même. Bon. Sur les tarifs, si vous avez raison de revenir sur les tarifs, parce que je me rappelle très bien de l'hystérie de l'époque collective,
c'était les tarifs qui étaient au cœur de cette polémique. Bon. Alors, et l'autorité de la concurrence, vous avez raison de pointer ce point, a regardé l'évolution des tarifs des sociétés concessionnaires, l'a comparé notamment à l'inflation. Et elle a constaté que les tarifs avaient évolué plus rapidement que l'inflation depuis la privatisation, ce qui est parfaitement exact. Donc ça fait un point exact dans le rapport de l'autorité de la concurrence. La vraie question, c'est pourquoi ? Et la réponse est extrêmement simple. Il n'y a que 2 raisons au monde qui font que les tarifs ont évolué plus rapidement que l'inflation, puisque par défaut, vous le savez certainement, les contrats de concession disposent que les tarifs évoluent à 70% de l'inflation. Il n'y a que 2 raisons au monde qui peuvent faire que ça soit différemment. La première, c'est la conclusion de ce qu'on appelle, le cas échéant, des contrats d'entreprise quinquennaux, qui rémunèrent des investissements supplémentaires par une formule tarifaire contractuelle adaptée. Dans ce cas, et là, ça fait partie des exemples où il n'y a aucune obligation à conclure un contrat quinquennal, un contrat d'entreprise. Et à l'époque où j'étais en charge du sujet, il y avait d'ailleurs dans les 7 sociétés concessionnaires, certaines qui avaient un contrat d'entreprise. Je crois de mémoire que c'était le cas des 3 sociétés du groupe Vinci, et c'était le cas d'APRR et d'AREA. Mais SAPN et SANEF n'avaient pas de contrat d'entreprise. Et donc, elles, leurs tarifs évoluaient à 70% de l'inflation. Et donc, quand on a un contrat d'entreprise, là, on rémunère, c'est prévu par le contrat de concession, à non pas 70%, mais 85% de l'inflation, plus un terme constant. Dans le cas d'AP2R, le dernier contrat d'entreprise à l'époque avait été conclu début 2014. Il couvrait la période 2014-2018. Pour AP2R, avec une formule qui était 0,85% de l'inflation plus 0,37%. Pour AREA, 0,85% de l'inflation plus 0,41%. Le deuxième élément qui peut faire qu'on va aller au-delà des 0,70%, c'est la compensation, là aussi éventuelle, prévue par le contrat de concession, elle aussi, de toute hausse de taxes spécifiques, comme par exemple la taxe d'aménagement du territoire ou la redevance domaniale. Et donc, les sociétés concessionnaires, vous l'imaginez bien, ne sont en aucun cas demandeuses de telle hausse, ni de la hausse de la taxe d'aménagement du territoire, ni de la hausse de la redevance domaniale, parce qu'effectivement, elle est compensée, mais ça conduit à augmenter les tarifs. Donc, toute chose égale par ailleurs, ça ne rapporte rien aux sociétés d'autoroutes, et ça peut faire baisser le trafic. Bon, donc, les sociétés ne sont pas... Et donc, on voit bien que oui, les tarifs peuvent évoluer plus rapidement que l'inflation, mais ça résulte de 2 décisions qui sont toutes les 2 entièrement entre les mains du concédant. D'abord, la demande de nouveaux investissants, et ensuite, l'augmentation de taxes spécifiques. Alors, j'en viens au point qui est le plus intéressant. L'ASFA avait calculé à l'époque, avait cherché à comparer, parce que c'est intéressant de regarder dans le temps, et c'est également intéressant de regarder par rapport à d'autres modes de transport, cette histoire de tarifs. Dans le temps, l'ASFA avait calculé que pour la période de 2000 à 2006, donc on avait l'État actionnaire unique puis majoritaire, pour une inflation moyenne de 1,63%, les hausses de tarifs avaient été de 2,06%. D'accord ? L'État actionnaire. Pour la période de 2007 à 2014, donc même durée, pour une inflation moyenne de 1,43%, les hausses de tarifs ont été de 1,81%. D'accord ? Et donc, les tarifs, quoi qu'en dise l'autorité de la concurrence, ils ont augmenté moins vite quand c'était les actionnaires privés que quand c'était l'État qui était actionnaire. Alors vous pourriez me dire, et vous auriez raison, oui, mais l'inflation n'était pas la même. C'est parfaitement exact. Alors évidemment, si on fait le calcul et qu'on le corrige l'inflation, on se rend compte que les 2 chiffres que je viens de citer, on les réajuste, mais ils deviennent exactement comparables à la 2e décimale près. Et ce n'est pas le fait du hasard. C'est lié au point que j'ai déjà évoqué, qui est que le contrat de concession, lui, n'a pas changé. Sauf qu'en proportion, c'est un peu plus. Parce que comme l'inflation était moindre sur la période suivante, c'est 1,40 au lieu d'1,60. Si on fait en proportion, je suis d'accord en valeur absolue, il faut un peu plus. Enfin bon, allez-y. Oui, enfin, je suis à votre disposition pour approfondir le calcul. Enfin, le point essentiel, c'est que comment dire, la formule d'évolution des tarifs, elle n'a pas été inventée en 2006 pour faire plaisir aux nouveaux actionnaires. C'est la même qui préexistait et qui l'État s'appliquait à lui-même. De façon intéressante, le 22 octobre 2014, BFM Business avait comparé les hausses de tarifs des sociétés d'autoroutes à celles du rail, en prenant une base 100 en 2003. On prend une base 100 en 2003. 11 ans plus tard, les tarifs autoroutiers effectivement ont évolué. Ils sont à 122. On fait le même calcul pour la RATP, on est à 133. On fait le même calcul pour la SNCF, on est à 129. Bon.
Voilà pour les tarifs. Alors, sur l'histoire des 152 députés, vous avez parfaitement raison de mentionner ce point, qui était un point très important je dirais, du paysage dans lequel la négociation s'est engagée le 3 décembre. Bon. Parce qu'il se trouve que la lettre des 152 députés adressée au Premier ministre, emmenée par M. Chanteguet, elle est du 4 décembre. Donc le 3 décembre, Alexis Kohler, Elisabeth Borne et moi sommes nommés. Le 4 décembre, nous arrive cette lettre demandant la résiliation des contrats de concession. Et d'ailleurs, je me permets de faire une parenthèse sur ce point. Au fond, quand cette demande de résiliation des contrats de concession est arrivée, le 4 décembre, c'était un peu inattendu, mais au fond, les sociétés concessionnaires de route, elles étaient face à 3 méta-options possibles. La première, c'était de dire, et ça aurait pu être un calcul cynique de la part de Macquarie, je vais expliquer pourquoi, on aurait pu attendre tranquillement la résiliation demandée par les 152 députés. Pourquoi ? Le contrat de concession prévoit, et c'est normal, une indemnisation à la juste valeur. Quand on dit Macquarie, il faudrait rentrer dans le détail, mais Macquarie en fait gérait une société qui s'appelle Macquarie Autoroute de France, qui avait 4 actionnaires. Un fonds dit MIF 1, un fonds dit MIF 2, un fonds dit Macquarie Atlas et une petite société qui s'appelait Mercer, qui n'a rien à voir avec la précédente. Il se trouve que peu de temps avant cette séquence agitée, le fonds MIF 1 avait vendu ses parts à 2 investisseurs internationaux qui sont Adia et PGGM. Le prix auquel ça avait été vendu par MIF 1 satisfaisait tout à fait à la fois MIF 1, mais également les autres actionnaires de la société Macquarie Autoroute de France. Et donc, d'une certaine façon, si nous avions été cyniques à l'époque, il y aurait pu y avoir un effet d'aubaine à dire très bien, on attend la résiliation des contrats et l'État, s'agissant d'AP2R et des fonds investis par Macquarie, et on aura une indemnisation à la juste valeur et les fonds MIF 2, Macquarie Atlas et Mercer se verront, sans aucun effort à faire de leur part, rachetés à la valeur à laquelle MIF 1 vient de vendre à Adia PGGM. Deuxième option qui s'appliquait, elle, à toutes les 7 sociétés, les sociétés qui étaient absolument certaines de leur bon droit contractuel auraient pu aussi décider tout aussi tranquillement de faire respecter le droit en menant jusqu'au bout les contentieux nécessaires devant le Conseil d'État. Et je suis absolument convaincu que les 7 sociétés concessionnaires d'autoroutes les auraient gagnées. Comme vous avez pu le constater, les 7 sociétés d'autoroutes, et y compris Macquarie pour ce qui le concerne avec la position singulière que j'ai évoquée, ont fait un choix différent qui a consisté, malgré les nombreuses attaques dont elles étaient l'objet, de choisir une voie qui était une voie exigeante, qui était de rechercher un accord gagnant-gagnant avec l'État pour essayer de sortir par le haut de ce qui était de fait la crise la plus sévère depuis 50 ans de concession autoroutière. Je pense encore aujourd'hui que c'était la bonne approche et je pense que si le protocole qui a été proposé aux différentes parties signataires par Alexis Kohler, Elisabeth Borne et moi-même n'avait pas été équilibré, par définition, il n'aurait pas été signé. Sur la remarque, je dirais, un peu agressive de M. Chanteguet, dans son courrier quand il quitte la commission, je note d'ailleurs que parmi les 15 parlementaires, il est le seul qui a quitté la commission. Il y a un parlementaire qui est parti, il y a 14 parlementaires, députés et sénateurs, majorité opposition confondue, qui eux sont restés et qui ont considéré que le travail qui était en cours permettait d'aboutir à quelque chose d'intelligent. Mais si, vous avez peut-être pu le sentir, moi j'aime bien les faits plus que les opinions, si le propos de M. Chanteguet consistait à me mettre dans le même sac qu'Elisabeth Borne et Alexis Kohler et nous dire qu'on raisonne sur des faits plutôt que sur des opinions, je prends ça plutôt comme un compliment. Bien. Petite réaction par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Quelque part, j'avais le sentiment que vous avez été victime des privatisations en 2006. Je ne sais pas ce qui vous a donné ce sentiment. Ce que vous avez dit, ce n'est pas les concessionnaires qui ont décidé de privatiser, c'est vrai, ce n'est pas moi non plus. Je m'y serais opposé. Donc vous avez été, comme moi, victime de privatisation. Non, je ne l'ai pas dit, et si vous me posez la question de savoir si je pense avoir été une victime des privatisations, je vous dis que je ne pense pas avoir été une victime des privatisations. En revanche, je vous redis avec la plus grande sérénité qu'en 2006, ce ne sont pas les sociétés concessionnaires qui ont décidé de s'autoprivatiser, ce n'est pas non plus les actionnaires actuels des sociétés qui ont décidé cette privatisation, c'est l'État. Et quand on dit l'État, pour aller tout à fait au bout du raisonnement, il me semble me souvenir que pour privatiser, il faut une loi de privatisation. Et donc certes, ça a été proposé par le gouvernement de l'époque, mais ça a été voté par le Parlement.